Le féminisme résonne sur les réseaux sociaux. Cette vague dans laquelle nous sommes actuellement émerge grâce à l'utilisation massive des réseaux sociaux. Elle ouvre la voie à la libération de la parole des femmes, notamment celles victimes de violences sexuelles. #balance ton porc, #MeToo. En octobre 2017, après la publication des enquêtes accusant Harvey Weinstein d'agression sexuelle, l'actrice américaine Alyssa Milano propose de partager les témoignages de violences sexuelles et de la violence contre les femmes dans les différents milieux sous le hashtag déjà existant depuis 2007, #MeToo. En France, le 14 octobre 2017, la journaliste française Sandra Müller propose sur Twitter le hashtag francophone, #balance ton porc, afin que la peur change de camp. Il est repris 200 000 fois en quelques jours. 9 juillet 2010, violences faites aux femmes. Promulgation de la loi numéro 2010-769 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein du couple et à leur incidence sur les enfants. Cette loi renforce le dispositif de prévention et de répression des violences faites aux femmes en instituant notamment l'ordonnance de protection des victimes et le délit de harcèlement moral au sein du couple. « 6 août 2012, promulgation de la loi sur le harcèlement sexuel. Le texte donne une nouvelle définition du harcèlement sexuel, établit des circonstances aggravantes et détermine les sanctions qui y sont associées. Cette loi a été votée en procédure d'urgence à la suite du vide juridique provoqué par une décision du Conseil constitutionnel qui avait annulé l'article du Code pénal sur le harcèlement sexuel. Le Conseil avait jugé que l'article était contraire au principe constitutionnel de l'égalité des délits et des peines dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. J'ai travaillé en arrivant sur Mâcon, au centre de planification, c'est-à-dire il y a à peu près 30 ans que j'ai travaillé au centre de planification. Je suis en retraite depuis 1 an. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que je faisais là-bas ? J'étais en tant que médecin, c'est-à-dire qu'on prescrit de la contraception, on fait des consultations en pré-IVG, et puis c'est le plus gros que l'on fasse. On fait de la prévention, on fait de l'écoute, on fait plein de choses aussi. L'idée d'aider les femmes et les jeunes filles, je trouvais ça bien. De travailler dans une association, c'était très bien. Parce qu'en tant que médecin généraliste, on est un petit peu seul, souvent. Enfin, bien que j'étais en cabinet de groupe, mais non, c'est... Et puis, pouvoir être un adulte professionnel face à ces jeunes filles qui sont souvent, qui ne peuvent pas parler aux parents, qui ne peuvent pas parler à d'autres adultes, qui peuvent parler qu'à les co-copines, eh bien, c'est important. Voilà, je trouvais ça... C'est pour ça. J'ai toujours bien aimé travailler le mercredi avec Liberté. Et en tant que médecin généraliste, on était seul. J'aime travailler en équipe, avec la secrétaire, avec la conseillère conjugale et familiale, pouvoir échanger au sujet d'un patient, sur le même patient, avant ou après. Il y avait toujours une possibilité. Et ça, c'est riche pour nous. Et puis les supervisions qu'on pouvait faire aussi. C'était vraiment très intéressant. C'était presque à chaque fois de pouvoir rassurer cette jeune fille qui venait, qui rentrait avec crainte dans un cabinet médical, mais qui avait fait la démarche, donc qui était grande aussi pour pouvoir venir. Et puis qui pouvait partir avec un sourire, être rassurée. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans le travail. Ah oui, il y a quelques difficultés. Comment expliquer la prise d'une pilule à une jeune fille que des fois qui comprend pas, qui oublie, qui sait pas comment ça se prend, qu'il faut tout réexpliquer et on réexpliquait avec la conseillère et puis c'était pas simple. J'avais vu une jeune femme de 35 ans qui venait pour une IVG, c'était sa première grossesse. C'est toujours un petit peu... Comment ça se fait, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va décider. Et puis elle a décidé de poursuivre sa grossesse. Bon. Et bien après, à mon cabinet, elle m'a amené sa fille. Et je suivais sa fille. J'étais un peu comme une marraine. Il y avait aussi des anecdotes du genre... à mon cabinet, une patiente m'a dit, vous étiez en vacances ? Eh bien, j'ai pas pris ma pilule. Et je suis enceinte. 22 novembre 2012, manifeste des 313.
Pour faire écho à sa publication en 1971 du manifeste des 343 à propos de l'avortement, le Nouvel Obs publie le manifeste des 313. Comme Clémentine Autain, femme politique à l'origine de cet acte politique, toutes déclarent avoir été violées et se mobilisent pour qu'enfin la parole se libère, car le silence, la honte et la culpabilité font le jeu des violeurs, pour qu'émerge la réalité sociologique de ce crime qu'est le viol. 25 mars 2013, l'IVG et les contraceptifs médicaux remboursés pour les mineurs de plus de 15 ans. Ce décret établit le remboursement à 100% du forfait IVG par l'assurance maladie, ainsi que la gratuité des contraceptifs médicaux pour les mineurs âgés de plus de 15 ans. J'ai remplacé la directrice du CPEF pendant 2 ans et demi, de mars 2014 à septembre 2016. Ce qui m'intéressait beaucoup en lien avec ce que j'ai fait auparavant, c'est tout ce côté sanitaire et social que j'avais un peu perdu dans mes emplois précédents et que je retrouvais là au CPEF. Le côté santé, le côté accueil des personnes, ça je le connaissais, mais pas dans ce domaine-là. Grâce au remplacement à IDF, j'ai pu aussi voir l'accueil famille. Donc j'avais le panel entier du tout jeune enfant jusqu'à l'adulte, grâce à l'association. À Vie et Liberté, j'ai retrouvé des valeurs que j'avais et auxquelles je militais avant, c'est les droits des femmes, c'est évident. Et le côté IDF, c'était famille, ce que je n'avais pas forcément. Pour moi, Vie et Liberté, c'était une entité et ça l'a été dès le départ, une entité commune. Je suis donc médiatrice familiale au sein de l'association Vie Liberté depuis 8 ans. Mais je suis éducatrice spécialisée de formation initiale et donc je suis arrivée dans le service instant de famille avec ces 2 casquettes. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'être médiatrice familiale en me disant, eh bien, au lieu d'intervenir avec les enfants placés, je vais intervenir avec la couche supérieure, on va dire ça comme ça, et du coup m'occuper de ces 2 parents-là qui n'arrivent plus à assumer leur rôle par leur séparation et leur conflit et cette douleur de la séparation en tout cas. En tout cas, ces motivations, elles ont conforté les valeurs du service et de l'association sur des valeurs humanistes, sur des valeurs de respect de la personne en général, effectivement, et sur cette peut-être fonction homme-femme, père-mère, tout lié effectivement à cette notion de différence, d'accepter, de voir les choses autrement, sans être en conflit, mais pouvoir se comprendre en tout cas. Et que le fait de ne pas être dans quelque chose de combatif au niveau de la justice, eh bien, on peut trouver des solutions en préservant les enfants, parce qu'effectivement, souvent, c'est un petit peu cette question-là qui a pu être oubliée lors de jugements ou de vouloir effectivement poser le dossier auprès du magistrat et penser que on est là pour convaincre l'autre qu'on a raison, etc. On est un petit peu dans un tournant à l'heure actuelle, en disant, ben voilà, on est en mesure avec cette activité, cet accompagnement-là, de prendre nos responsabilités en tant que parents et de trouver des organisations pour que les enfants continuent à grandir avec des parents séparés et qui les protègent et qui prennent soin d'eux. À la fois, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, parce qu'on accueille des gens qui sont en conflit et qui sont beaucoup dans la souffrance. Donc c'est vrai qu'il y a déjà une écoute nécessaire et on est un petit peu des éponges pour récupérer effectivement toutes ces souffrances. Mais bon, on est formé
pour accueillir tout ça. On est formé et on est accompagné en ayant de l'analyse de la pratique pour se détacher justement de toutes ces résonances. C'est vraiment cette posture de tiers impartial qui peut demander beaucoup d'énergie et puis qui peut effectivement peut-être à des moments épuiser. Mais à la fois, il y a aussi effectivement des accompagnements qui se terminent avec des accords, avec des sourires, des anecdotes, et on voit bien la différence entre le premier entretien où tout le monde se recule et personne ne se regarde en face, et à la fin où ça peut être effectivement beaucoup plus apaisé. Donc ça fait du bien. Voilà. On commence toujours à travailler avec des entretiens individuels, donc on les rencontre séparément, à la fois pour leur expliquer le cadre de la médiation avec des règles de fonctionnement qui sont très précises, et avec entre autres ce fondement qui est la sincérité, la loyauté, puisqu'ils viennent de façon spontanée. Donc à quoi bon perdre notre temps et les uns et les autres, et c'est vrai que les techniques d'accompagnement et de questionnement que nous avons permettent effectivement de gratter un petit peu et de voir, alors même s'il peut y avoir des contradictions, parce qu'effectivement on est tous dans certaines contradictions par rapport à des moments un peu émotifs, etc. Mais on est quand même en médiation avec un objectif d'être dans du concret. Donc on parle beaucoup, mais l'objectif c'est de mettre en place des choses concrètes, et c'est vrai qu'au bout de 2-3 entretiens, on voit bien si ce qui a été décidé en médiation est mis en œuvre à l'extérieur, et du coup ça peut questionner si ça n'est pas fait, et ça peut questionner sur l'engagement que ces personnes ont à vouloir arranger les choses. Je pense que la formation de médiatrice m'aide à être dans cette posture juste d'impartialité qui est importante, parce qu'on doit accueillir tout le monde de la même façon, prendre soin de tout le monde, et bien sûr particulièrement des enfants. Alors l'espace rencontre, c'est un lieu qui permet justement à un parent de rester en lien avec son enfant, ou de reconstruire du lien, parce que ça peut être par exemple des parents, un parent qui a été absent de la vie de l'enfant pendant plusieurs années, pour que justement la situation s'apaise et qu'après ces deux parents-là puissent reprendre une organisation plus traditionnelle, et pourquoi pas justement passer par la médiation pour après trouver des accords qui permettent de fonctionner dans le quotidien. On est arrivé en 1984 à l'association, faire un travail commun à l'époque où la loi Veil était récente. Datait de même pas 10 ans, hein, donc il y avait toujours le côté militant, le côté féministe pour certaines. Voilà, c'était une belle aventure, et je trouvais que c'était aussi un lieu d'accueil pour les plus défavorisés, pour des gens qui n'avaient pas d'argent, pour les mineurs, pour ceux qui voulaient rester anonymes. Et je suis venu, c'était pas très bien vu d'accueillir des femmes en demande d'avortement, hein, c'était quand même assez loin et assez proche de la loi Veil, ça faisait à peine une dizaine d'années. Voilà, et puis la contraception qui était encore pas très développée. Alors à l'époque, il n'y avait pas tout le côté médiation familiale, les conseillères faisaient du conseil conjugal, mais pas trop en suivi. Il y avait quelques consultations de suivi, c'était quand même plutôt du conseil conjugal dans le cadre de la loi Veil à l'époque, qui imposait un entretien obligatoire, qu'on a maintenu au centre d'orthogénie bien après l'abrogation que la loi de 2001 en a faite, ça fait bientôt 20 ans, parce que ça nous semble indispensable que les femmes puissent, ou les couples, puissent mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre et élaborer vraiment leurs décisions. C'est pas du tout vouloir leur faire changer de décision, mais au moins qu'ils soient dedans, que ce soit une décision qui soit un petit peu différé peut-être de 8 ou 15 jours, mais plus élaboré psychiquement que des décisions prises dans l'urgence, qui souvent déterminent un accueil plus difficile, un geste, notamment au niveau des aspirations, plus compliqué. L'accueil de type médiation et tout le travail fait sur les familles n'existait pas, et ça me semble vraiment un grand plus. Moi j'ai beaucoup de patients qui viennent pour eux-mêmes, pour les couples, qui sont très contents de l'accueil et du parcours fait ici.
Et donc c'était automatiquement des discours de type arrêtez de donner la pilule aux enfants, aux adolescentes, elles vont aller coucher avec n'importe qui, et voilà. Il n'y avait pas le sida encore, on n'avait pas ça, ce discours, mais voilà, la contraception c'était une incitation à la débauche, on pouvait dire. Et ça, j'ai des souvenirs précis de mineurs qui n'osaient pas franchir la porte, qu'on voyait dans la cour avec leurs copines et qui n'osaient pas monter. Et puis c'était quand même une démarche transgressive pour une adolescente de prendre la pilule à l'insu de ses parents. Ou alors pour le coup, à l'époque, l'avortement était obligatoirement pour les mineurs soumis à l'autorité parentale, à l'approbation des parents, et si les parents ne voulaient pas, il fallait que le procureur de la République dessaisisse les parents de l'autorité parentale pour que l'avortement ait lieu si les mineurs le voulaient, donc c'était un petit peu compliqué. 1er janvier 2016, taxe tampon. Il s'agit de la baisse de la TVA sur les produits d'hygiène féminine de 20% à 5,5%. Les serviettes hygiéniques, tampons et coupes menstruelles sont désormais considérés comme des produits de première nécessité. 6 avril 2016, lutte contre la prostitution. Promulgation de la loi numéro 2016-444 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées.